votre pancréas envoie un signal depuis des mois. Dans les analyses de la sécurité sociale, ça s'appelle dans les normes. La recherche a un autre nom. Un patient de 42 ans se présente dans un cabinet médical à Lyon avec une fatigue persistante. Prise de sang. Glycémie à jeun, 0,98 g par litre. Le médecin note, normal, le patient repart. 6 mois plus tard, nouvelle consultation. Glycémie, 1,02 g par litre. Toujours dans les normes. Encore 6 mois. Glycémie, 1,09. Le médecin commence à surveiller. 3 ans après la première consultation, le diagnostic tombe. Diabète de type 2. Glycémie 1,32. Ce qui est documenté dans le dossier médical, c'est une progression de 3 ans. Ce que la recherche montre, c'est que le processus était en cours depuis au moins 10 ans avant le premier rendez-vous. Et la différence entre ces deux chronologies change tout. Le système de santé français repose sur des seuils. En dessous du seuil, normal. Au-dessus, pathologique. C'est un cadre binaire construit pour identifier la maladie une fois qu'elle est installée. Ce cadre fonctionne pour la gestion de masse. Il ne fonctionne pas pour détecter ce que les chercheurs appellent la dysfonction métabolique précoce. Et ce que les études sur la résistance à l'insuline documentent depuis 20 ans, c'est que le pancréas commence à compenser longtemps avant que la glycémie ne bouge. Compenser signifie produire plus d'insuline pour maintenir la glycémie stable. Pendant cette phase, les analyses restent normales. Le chiffre ne change pas. Mais la cellule bêta-pancréatique travaille au-delà de sa capacité physiologique optimale. Et ce travail a un coût. Une étude publiée dans Diabetescar en 2019 a suivi 4200 adultes sur 12 ans. Les chercheurs ont mesuré non seulement la glycémie à jeun, mais aussi l'insulinémie à jeun, un marqueur que la sécurité sociale ne demande presque jamais en routine. Ce qu'ils ont trouvé, chez les participants qui ont développé un diabète de type 2, l'insulinémie à jeun était élevée en moyenne 7 à 9 ans avant que la glycémie à jeun ne dépasse le seuil diagnostique. Pendant toute cette période, les analyses standards montraient normal. Mais les cellules bêta étaient déjà en surcharge. Elles produisaient 2, parfois 3 fois plus d'insuline que la normale pour maintenir une glycémie que le système considérait comme saine. Le mécanisme était en marche. Les analyses ne le voyaient pas. La raison pour laquelle cela se produit n'est pas ce que la plupart des gens supposent. Et cette distinction change tout. Le pancréas contient environ 1 million de structures microscopiques appelées îlots de Langerhans. Chaque îlot contient plusieurs types de cellules. Les cellules bêta produisent l'insuline. Leur fonction principale: détecter le glucose dans le sang et libérer exactement la quantité d'insuline nécessaire pour que ce glucose entre dans les cellules musculaires, hépatiques et adipeuses. C'est un système de régulation en temps réel. Quand tout fonctionne de manière optimale, une petite quantité d'insuline suffit. Les récepteurs à insuline sur les cellules cibles sont sensibles. La porte s'ouvre facilement. Le glucose entre, la glycémie redescend. Le pancréas se repose. Mais quand les cellules cibles deviennent résistantes à l'insuline, ce qui se produit progressivement sous l'effet de facteurs comme l'inflammation chronique de bas grade, l'accumulation de graisse viscérale ou le stress oxydatif mitochondrial, les récepteurs deviennent moins réactifs. La même quantité d'insuline ne suffit plus. Le glucose reste dans le sang. Le pancréas détecte cette glycémie élevée et interprète cela comme un signal. Il faut produire plus d'insuline. Les cellules bêta augmentent leur production. La glycémie redescend. L'analyse montre normal. Mais ce qui vient de se passer au niveau cellulaire, c'est une compensation. Le système fonctionne encore, mais il fonctionne sous contrainte. Une recherche menée à l'INSERM et publiée dans Diabetologia en 2021 a documenté ce processus au niveau moléculaire. Les chercheurs ont prélevé des échantillons de tissu pancréatique chez des donneurs décédés, certains avec un métabolisme normal, d'autres avec un prédiabète documenté, d'autres avec un diabète de type 2 établi. Ils ont analysé l'expression génique dans les cellules bêta. Ce qu'ils ont trouvé, chez les personnes avec un prédiabète, même quand la glycémie à jeun restait sous 1,10 g par litre, les cellules bêta montraient des signes de stress du réticulum endoplasmique, une augmentation de marqueurs inflammatoires intracellulaires et une réduction de l'expression de gènes liés à la fonction mitochondriale. En termes simples, les cellules travaillaient plus dur, brûlaient plus d'énergie et commençaient à accumuler des dommages structurels. Tout cela pendant que les analyses standards disaient rien à signaler. Toutes ces preuves pointent vers le même endroit.
Le mécanisme central est énergétique. Une cellule bêta-pancréatique au repos consomme une certaine quantité d'ATP, la molécule d'énergie cellulaire, pour maintenir ses fonctions de base. Quand elle doit produire plus d'insuline, elle doit fabriquer plus d'ATP. L'ATP est produit dans les mitochondries, les structures intracellulaires qui convertissent le glucose et l'oxygène en énergie utilisable. Une cellule bêta saine contient environ 1000 mitochondries. Quand la demande en insuline augmente de manière chronique, ces mitochondries doivent fonctionner à un régime plus élevé, plus longtemps. Ce régime élevé génère des sous-produits, des espèces réactives de l'oxygène, ce qu'on appelle couramment les radicaux libres. À faible dose, ces molécules participent à la signalisation cellulaire normale. À dose élevée chronique, elles endommagent les membranes mitochondriales, les protéines intracellulaires et même l'ADN mitochondrial. Une étude publiée dans Cell Metabolism en 2020 a utilisé une technique appelée respirométrie de haute résolution pour mesurer la fonction mitochondriale dans des cellules bêta humaines exposées à différentes concentrations de glucose et d'acide gras libre. Deux conditions qui imitent l'environnement métabolique d'une personne avec résistance à l'insuline. Les résultats? Après seulement 48 heures d'exposition à des niveaux modérément élevés de glucose et d'acide gras, les mitochondries des cellules bêta montraient une réduction de 23% de leur capacité de production d'ATP, une augmentation de 40% de la production de radicaux libres et une baisse mesurable de l'expression de protéines impliquées dans la réparation de l'ADN mitochondrial. Les cellules produisaient encore de l'insuline. Elles compensaient encore. Mais elles le faisaient avec des centrales énergétiques endommagées. C'est le mécanisme. Tout le reste en découle. Quand les mitochondries commencent à dysfonctionner, la cellule bêta perd progressivement sa capacité à répondre de manière précise et rapide aux variations de glycémie. Ce qu'on observe cliniquement, ce sont des fluctuations glycémiques postprandiales plus importantes, une glycémie qui monte plus haut après un repas et met plus de temps à redescendre. Mais tant que la glycémie à jeun reste sous le seuil, le système de santé ne détecte rien. Une étude française menée par des chercheurs du CHU de Toulouse et publiée dans Diabetes and Metabolism en 2018 a équipé 230 participants avec des capteurs de glucose en continu pendant 14 jours. La moitié avait une glycémie à jeun normale selon les critères standards. L'autre moitié avait un prédiabète documenté. Les capteurs mesuraient la glycémie toutes les 5 minutes. Ce que l'analyse a révélé. Parmi les participants avec glycémie à jeun normale, 32% passaient plus de 2 heures par jour avec une glycémie au-dessus de 1,40 g par litre, un niveau considéré comme pathologique en postprandial. Ces pics n'apparaissent jamais dans une analyse à jeun. Ils ne déclenchent aucune alerte, mais ils soumettent le pancréas à une demande répétée, jour après jour. Compenser n'est pas la même chose qu'optimiser. Ce que le système de santé mesure, c'est l'état final, la glycémie. Ce que la recherche documente, c'est le processus, la charge énergétique imposée au pancréas, la réponse mitochondriale, et l'accumulation progressive de dommages cellulaires. Entre le moment où ce processus commence et le moment où la glycémie dépasse le seuil diagnostique, il peut s'écouler 10, parfois 15 ans. Pendant toute cette période, la personne reçoit le message. Tout va bien. Les analyses sont normales, mais au niveau cellulaire, un système se dégrade. Et cette dégradation est mesurable si on sait quoi chercher. Un groupe de chercheurs de l'Université de Bordeaux a publié en 2022 une méta-analyse regroupant les données de 16 études longitudinales portant sur plus de 40 000 participants suivis pendant au moins 8 ans. Ils ont comparé plusieurs marqueurs métaboliques, glycémie à jeun, hémoglobine glyquée, insulinémie à jeun, indice HOMA-IR qui mesure la résistance à l'insuline, et un marqueur encore peu utilisé en France appelé proinsuline, une molécule précurseur de l'insuline dont l'élévation indique que les cellules bêta travaillent sous stress. Les résultats? L'élévation de la proinsuline et de l'indice HOMA-IR prédisait le développement du diabète de type 2 avec une avance moyenne de 8 ans par rapport à l'élévation de la glycémie à jeun. Les personnes qui développaient un diabète avaient des niveaux de proinsuline significativement plus élevés jusqu'à une décennie avant le diagnostic, alors que leur glycémie restait dans les normes. Le signal était là. Le système standard ne le mesurait pas. La recherche a identifié un composé naturel qui agit directement sur ce mécanisme d'énergie cellulaire. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un traitement. Joe, c'est une formule naturelle développée à partir de recherches révisées par des pairs sur la fonction mitochondriale. Si vous voulez comprendre comment cela fonctionne, le lien est dans la description. Il s'agit d'une recommandation sponsorisée.
et les résultats individuels varient. Ce qui devient visible quand on regarde ce mécanisme dans son ensemble, c'est que le cadre médical standard et le cadre de recherche métabolique ne parlent pas de la même chose. Le cadre médical standard pose la question: cette personne a-t-elle une maladie diagnosticable? Le cadre de recherche métabolique pose une question différente: cette personne fonctionne-t-elle à son niveau physiologique optimal? Ce sont deux questions entièrement différentes. La première identifie la pathologie. La deuxième identifie la dégradation fonctionnelle qui précède la pathologie. Et ce qui est documenté dans la littérature scientifique depuis 2 décennies, c'est qu'il existe une fenêtre de temps, parfois très longue, pendant laquelle une intervention métabolique ciblée pourrait inverser ou ralentir le processus. Mais cette fenêtre se ferme avant que le système de soins ne détecte un problème. Une étude interventionnelle publiée dans The Lancet Diabetes and Endocrinology en 2019 a recruté 1400 adultes avec un prédiabète documenté défini par une glycémie à jeun entre 1,00 et 1,25 g par litre ou une hémoglobine glyquée entre 5,7 et 6,4%. Les participants ont été divisés en 3 groupes. Le premier groupe a reçu les recommandations standards: alimentation équilibrée, activité physique régulière, suivi annuel. Le deuxième groupe a reçu une intervention métabolique intensive, coaching nutritionnel personnalisé avec restriction calorique modérée, protocole d'exercice structuré 5 fois par semaine, supplémentation ciblée en cofacteurs mitochondriaux incluant magnésium, coenzyme Q10 et acide alpha-lipoïque. Le troisième groupe a reçu la même intervention intensive, plus un suivi par capteur de glucose en continu avec ajustement alimentaire en temps réel. Durée de suivi, 3 ans. Résultat, dans le groupe standard, 42% ont développé un diabète de type 2. Dans le groupe intervention intensive, 18%. Dans le groupe avec capteur continu, 11%. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est que les chercheurs ont mesuré des biopsies musculaires avant et après l'intervention. Dans le groupe intervention intensive, ils ont documenté une augmentation de 28% de la densité mitochondriale dans les fibres musculaires, une amélioration de 34% de la sensibilité à l'insuline mesurée par clamp euglycémique et une réduction de marqueurs inflammatoires systémiques. Le métabolisme cellulaire s'était amélioré. Les analyses standards, elles, montraient simplement pas de diabète. Mais entre pas de diabète et fonction métabolique optimale, il y a un monde. Ce que cela signifie en termes pratiques, c'est que des millions de personnes en France reçoivent des résultats d'analyse marqués normaux alors que leur métabolisme cellulaire fonctionne déjà en mode dégradé. Ils ont de l'énergie, mais pas autant qu'ils le pourraient. Ils dorment, mais pas aussi profondément. Ils récupèrent, mais plus lentement. Ils mangent normalement, mais leur glycémie fluctue plus qu'elle ne devrait. Rien de tout cela ne déclenche une alarme médicale. Tout cela réduit la capacité fonctionnelle. Et ce que la recherche sur la fonction mitochondriale documente, c'est que cette réduction n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est une réponse biologique à un environnement métabolique spécifique. Et cet environnement peut être modifié. Les analyses mesurent la maladie. Ce mécanisme opère en dessous de ce seuil. Le standard de soins est construit autour de la pathologie. Ce dont nous parlons est l'optimisation. Et ce sont 2 cadres entièrement différents. Si cela a changé votre façon de voir votre biologie, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle partie vous a le plus touché. Et si vous regardez cette vidéo sans encore suivre la chaîne, faites-le maintenant. Nous publions de nouvelles investigations chaque jour. Tout ce dont vous avez besoin est dans la description et dans le premier commentaire. Le mécanisme que nous venons de couvrir concerne la production d'insuline et la réponse cellulaire au glucose. Mais il y a un autre système qui fonctionne en parallèle et que presque personne ne surveille, la clairance de l'insuline. Avant de partir, nous avons créé une évaluation gratuite du bien-être biologique de 2 minutes, qui analyse 4 systèmes corporels et vous donne un score personnel. Le lien est dans la bio, dans le premier commentaire et dans la description. 2 minutes. Cela peut changer votre façon de voir tout ce que nous venons de couvrir. La clairance de l'insuline désigne la vitesse à laquelle le foie dégrade et élimine l'insuline circulante. C'est un processus actif. Le foie contient des enzymes spécifiques, principalement l'insuline dégradant enzyme, qui décomposent les molécules d'insuline une fois qu'elles ont rempli leur fonction. Dans un métabolisme sain, environ 50% de l'insuline produite par le pancréas est éliminée par le foie lors de son premier passage, avant même d'atteindre la circulation systémique. Ce qu'on appelle l'effet de premier passage hépatique.
Cette clairance rapide permet au système de réguler finement les niveaux d'insuline circulante. Quand la clairance ralentit, l'insuline reste plus longtemps dans le sang. Le pancréas détecte cette insuline circulante et réduit sa production en conséquence. Mais les cellules cibles sont exposées à des niveaux d'insuline plus élevés pendant plus longtemps. Et cette exposition prolongée contribue elle-même à la résistance à l'insuline. C'est un cercle qui se renforce. Une étude menée par des chercheurs néerlandais et publiée dans Hépatologie en 2020 a mesuré la clairance hépatique de l'insuline chez 780 participants en utilisant une technique appelée clamp hyperinsulinémique euglycémique, considérée comme la méthode de référence pour évaluer la sensibilité à l'insuline et sa clairance. Les participants ont été classés selon leur indice de masse corporelle et leur niveau de graisse hépatique mesuré par IRM. Ce que les résultats ont montré, chez les personnes avec une stéatose hépatique non alcoolique, même légère, la clairance hépatique de l'insuline était réduite de 37% en moyenne par rapport aux personnes sans graisse hépatique, indépendamment du poids corporel. Les personnes avec un foie gras métabolisaient l'insuline beaucoup plus lentement. Cette insuline restait en circulation. Les analyses de glycémie, normales. Les analyses d'insulinémie, quand elles étaient faites, élevées. Mais la raison de cette élévation n'était pas seulement une surproduction pancréatique. C'était aussi une sous-élimination hépatique. Ce qui devient intéressant, c'est que la stéatose hépatique elle-même est souvent asymptomatique et non détectée. En France, on estime qu'environ 25% de la population adulte présente une forme de stéatose hépatique non alcoolique. La majorité ne le sait pas. Le foie ne fait pas mal. Il n'y a pas de symptômes spécifiques. Les transaminases, les enzymes hépatiques mesurées dans les bilans standards, peuvent rester normales jusqu'à un stade avancé. Mais pendant tout ce temps, le foie accumule des triglycérides dans ses cellules. Ces triglycérides perturbent la fonction métabolique hépatique et cette perturbation affecte directement la clairance de l'insuline. Le système entier ralentit. Les chiffres restent dans les normes. Le métabolisme dérive. Une publication de l'Académie nationale de médecine en 2021 a analysé les données de santé anonymisées de plus de 100 000 adultes français ayant réalisé un bilan hépatique complet incluant échographie et dosage des enzymes hépatiques sur une période de 5 ans. Parmi les personnes diagnostiquées avec une stéatose hépatique, seulement 12% avaient des transaminases élevées au moment du diagnostic. Les 88% restants avaient des enzymes dans les normes. Ce qui avait déclenché l'échographie n'était pas une anomalie biologique, mais des facteurs comme un surpoids, une fatigue persistante ou une demande spécifique du patient. Si ces facteurs n'avaient pas été présents, la stéatose serait restée invisible. Et pendant qu'elle reste invisible, elle modifie silencieusement la façon dont le corps gère l'insuline, le glucose et l'énergie cellulaire. Ce qui relie tous ces mécanismes, c'est la mitochondrie. Le pancréas dépend de l'énergie mitochondriale pour produire l'insuline. Le foie dépend de l'énergie mitochondriale pour métaboliser les graisses et dégrader l'insuline. Les muscles dépendent de l'énergie mitochondriale pour capter le glucose. Quand la fonction mitochondriale décline, tous ces systèmes ralentissent en même temps. Ce n'est pas une série de problèmes distincts. C'est une détérioration systémique d'un mécanisme central. Et ce mécanisme central est mesurable. Une technique appelée phosphorescence à résolution temporelle permet de quantifier la production d'ATP dans des cellules vivantes. Des recherches utilisant cette technique, publiées dans Nature Metabolism en 2021, ont montré que chez des adultes en bonne santé apparente, mais avec un indice HOMA-IR élevé, signe de résistance à l'insuline, la production d'ATP dans les cellules musculaires était réduite de 19% par rapport à des adultes avec une sensibilité à l'insuline optimale. 19% de capacité énergétique en moins. Les analyses standards, normales. La fatigue subjective, souvent rapportée mais attribuée au stress, au manque de sommeil ou à l'âge. La cause réelle, un déficit énergétique cellulaire documentable. Ce qui émerge de toutes ces données, c'est un constat que le système de santé n'est pas structuré pour traiter. Il existe un état intermédiaire entre la santé optimale et la maladie diagnosticable. Cet état dure des années, parfois des décennies. Pendant cet état, le corps fonctionne, mais il fonctionne en mode dégradé. Les capacités sont réduites. La résilience métabolique est diminuée. La personne se sent moins bien qu'elle ne le pourrait, mais pas assez mal pour déclencher une intervention médicale. Et ce qui est documenté dans la recherche, c'est que cet état n'est pas statique. Il progresse, il évolue lentement vers la pathologie. Mais cette progression n'est pas inévitable. Elle est réversible si elle est détectée et adressée avant que les dommages cellulaires ne deviennent irréversibles. Le problème,
C'est que le système de détection actuel n'est pas conçu pour capter cet état intermédiaire. Il est conçu pour capter la maladie une fois qu'elle est installée. Entre les deux, il y a un vide. Et dans ce vide, des millions de personnes vivent avec un métabolisme qui fonctionne en dessous de son potentiel sans même le savoir.